classe moyenne peut être considérée comme cette classe intermédiaire qui se situe entre d'un côté les plus riches et de l'autre côté les plus pauvres. La classe moyenne, ce sont peut-être les gens qui arrivent à subvenir à leurs besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux, c'est avoir où dormir, c'est manger peut-être à sa faim, c'est pouvoir vaquer un peu à certaines occupations, mais de façon très limitée. Vous savez, ça dépend d'un pays à un autre. Le Sénégalais se situe dans une majorité dans une classe moyenne. Moi-même, je suis là-dedans. Oui, madame, je suis là-dedans. Vous savez, peut-être l'habit peut faire le moine des fois, mais les Sénégalais, ça, on est conscient de ça. Le président Macky Sall est conscient de ça. Aminata Touré, qui vient d'être nommée Premier ministre, est consciente qu'il gère un peuple avec une majorité de classe moyenne. Pour moi, la classe moyenne, c'est une partie de la société qui a la possibilité de vivre décemment. Ça veut dire qu'il a le moyen d'amener ses enfants à l'école, dans de très bonnes écoles, d'avoir une très bonne éducation scolaire et d'avoir accès aux hôpitaux en cas de maladie. Les enseignants font partie des classes moyennes. Tous les Sénégalaises et les Sénégalais qui n'ont pas de pouvoir d'achat leur permettant d'économiser de l'argent, tous ceux qui sont confrontés à des problèmes de survie, loyer, nourriture, etc., les besoins courants font partie de la classe moyenne. La classe moyenne sociale est une catégorie de personnes qui ne sont ni riches ni pauvres et qui peuvent subvenir à leurs besoins vitaux sans beaucoup de peine. Les avocats, les industriels, etc. peuvent être considérés comme les gens de la classe supérieure. Bon, les gens considèrent, les deux extrémités sont, bon, disons au Sénégal, l'autre extrémité, les riches, constitue une minorité. Comme tout avocat, je ne suis ni riche ni pauvre. J'ai des besoins vitaux que je satisfais sans beaucoup de peine. Je crois qu'un avocat de mon genre, un avocat de mon niveau, doit être de cette classe moyenne. Partout au monde ça existe, donc c'est en fonction des divisions de la société en classes. Donc il y a toujours des classes, il y a toujours une classe moyenne, une classe supérieure et une classe inférieure, celle des pauvres. Est-ce qu'au Gabon nous avons une classe moyenne? J'ai la faiblesse de croire que non, parce que lorsqu'on regarde bien, le Gabon théoriquement est un pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure. Ce sont des indications purement macroéconomiques et sur le plan théorique, quand on regarde le revenu par tête d'habitant. Mais rendu à l'évidence sur le terrain, on se rend compte que le seuil de pauvreté, selon les dernières estimations de la Banque mondiale, est beaucoup plus élevé au Gabon. Et nous avons donc environ 80% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, contre 10% de la population qui peut être considérée comme étant la classe des riches, encore que cette classe des riches a été forgée sous le label d'un certain entrepreneuriat politique, c'est-à-dire pour accéder à un certain niveau social au Gabon, il faut être passé nécessairement par des promotions politiques, ce qui n'est pas de nature à pouvoir qualifier les 10% de la population qui bénéficie des 80% des richesses du pays comme étant une classe des riches. Il faut comprendre d'abord par la classe moyenne, c'est la classe sociale et qui rassemble un ensemble de populations hétérogènes et qui est en dessous de la classe des pauvres et qui se trouve qui est en dessous de la classe aisée et qui est en dessus de la classe des pauvres. Donc je dirais qu'au Niger, il y a vraiment une classe moyenne, mais elle est trop infime par rapport au nombre de la population. Mais de plus en plus, on trouve qu'il y a une certaine classe moyenne qui prend de l'ampleur au vu de certaines, et en tout cas, contingences et de l'évolution aussi de la société. La classe moyenne, c'est celle qui peut subvenir à ses besoins au jour le jour.
Je pense qu'il y a une classe moyenne parce qu'il y a une classe qui est supérieure à la classe inférieure et à la classe supérieure à la classe moyenne. Finalement, la classe moyenne semble assez difficile à définir et pour cause, elle n'est envisagée que par rapport aux privilégiés ou par rapport aux démunis. Ainsi, le philosophe Aristote disait « Tout État renferme 3 classes distinctes, les citoyens très riches, les citoyens très pauvres et les citoyens aisés, dont la position tient le milieu entre ces 2 extrêmes. » Et justement, replacer les classes moyennes africaines au centre du débat et au centre de l'action. Tel est l'objectif de cette 2e édition du Forum Forbes Afrique organisé à Brazzaville, au Congo. Placé sous le thème « L'émergence des classes moyennes en Afrique », le Forum Forbes, organisé à Brazzaville par le jeune magazine éponyme, lancé au même endroit en 2012, a accueilli de nombreux hôtes, dont 5 chefs d'État africains, et pas des moindres, un ancien secrétaire général de l'ONU, des entrepreneurs et industriels personnifiant l'Afrique qui gagne, mais également plusieurs politiciens et experts venus spécialement de lointaines contrées occidentales. Forbes Afrique est un magazine à vocation économique et financière. Il a comme objectif d'éduquer les gens sur la foi des succès accomplis par les autres. C'est un magazine qui éduque, qui sensibilise et qui mobilise autour des questions économiques et financières. L'année dernière, nous avons fait un lancement. C'était juste un lancement, mais un lancement autour duquel nous avons dû convier certains décideurs politiques, économiques et financiers pour les sensibiliser premièrement sur la présence du magazine en Afrique. Et cette fois-ci, nous avons décidé d'organiser un forum économique, lequel forum répond entièrement aux objectifs que nous nous sommes fixés lors du lancement, que nous devrions organiser tous les ans un forum sur les sujets qui intéressent l'Afrique, pour montrer l'Afrique qui gagne, pour montrer l'Afrique autrement. L'émergence des classes moyennes parce que par les temps qui courent, l'Afrique est un continent qui a eu beaucoup de changements. Et beaucoup de changements parce que au cours pendant les 2 dernières décennies, la classe moyenne africaine, ou autrement dit, la consommation des ménages africains a augmenté de 5,3%, alors que la moyenne mondiale se situe autour de 3%. Ce qui veut dire que la classe moyenne africaine peut être importante. Toutefois, on observe encore des disparités dans les différents pays. Vous trouvez des gens qui sont très aisés et vous trouvez des gens qui sont très pauvres. Or, la classe moyenne peut constituer un moteur économique pour le développement d'un pays. C'est pour cela que nous avons estimé nécessaire d'organiser ce forum sur les classes moyennes. Le spectre de l'afro-pessimisme est en train de partir et c'est justement à l'occasion de tels événements que l'Europe qui est là, qui est représentée par de grandes personnalités, que l'Amérique est représentée par de grandes personnalités, que tous ces continents, ces vieux continents, peuvent se rendre compte qu'il y a des potentialités en Afrique et que l'Afrique n'est toujours pas mal partie, hein. Comme avait dit Renaud Dumont, que l'Afrique est mal partie. Je crois qu'à partir de maintenant, l'Afrique n'est toujours pas mal partie. Il n'est pas mal partie. L'Afrique est en train d'émerger, est en train d'avancer. Et effectivement, il faut que nous allions dans ce qu'on appelle dans la coopération gagnant-gagnant. Calé entre pauvreté et prospérité, entre personnes sous-qualifiées et suréduquées,
En Afrique, cette classe moyenne est plutôt représentée comme un idéal, puisqu'elle permet l'accès à une forme de consommation de masse, alignée sur le modèle occidental, sans pour autant appartenir à la classe possédante des très riches. Accessible par le travail, bien souvent, la classe moyenne illustre l'ascension sociale et les valeurs positives qu'elle véhicule, et elle symbolise un mode de vie que beaucoup convoitent, à commencer par les politiciens. D'un bout à l'autre de la planète, les politiciens semblent vouloir s'appuyer sur cette classe moyenne, à la fois cible, acteur et moteur d'un développement que l'on veut durable. Et selon les données de la Banque africaine de développement, cette catégorie hétérogène, qui a des revenus suffisants pour subvenir aux besoins essentiels, représente un tiers de la population du continent, soit plus de 300 millions de personnes, contre les 500 millions d'Africains en situation de pauvreté. C'est une classe assez limite qui est riche au Sénégal, qui est riche, mais la plupart des gens, 50, 60%, 70%, c'est des gens pauvres, il faut le dire franchement. Il faut analyser les critères ou les éléments constitutifs de la classe moyenne. Je dirais qu'en RDC, c'est un peu difficile. Là où les SMIG, s'il faut voir les éléments constitutifs des SMIG, vous conviendrez d'accord avec moi, monsieur le journaliste, que c'est un peu difficile de déterminer la classe moyenne. Dans ce recul de moi, un simple défenseur des droits humains, je dirais que je ne fais pas partie parce que je ne parviens pas à réunir toutes les conditions requises pour être de la classe moyenne. Malheureusement, la classe moyenne, elle est si peu nombreuse. Et par rapport à la classe des pauvres qui est majoritaire, qui est à plus de 80%, nous sommes une population très pauvre. On a du mal à trouver sérieusement ce qui peut constituer une classe moyenne au Gabon à partir du moment où les 80% de la population vivent sous le seuil de pauvreté. L'Afrique est certes un continent d'avenir. Ces classes moyennes sont indéniablement une des composantes de cet avenir. Il n'en demeure pas moins qu'un avenir meilleur s'organise. Et le meilleur qui arrivera demain dépend sans conteste des bonnes politiques du présent. Qu'il s'agisse de l'émergence de classes moyennes ou du financement des infrastructures nécessaires au développement de l'Afrique, des actions novatrices de bon sens sont plus qu'utiles aujourd'hui. Fruit des 20 ans de croissance économique grâce à laquelle elles ont vu leur effectif tripler en 30 ans, les classes moyennes en Afrique pourraient bien tenir un rôle fondamental dans le développement d'une Afrique productive. C'est à partir de ces classes moyennes des années 50, 60 que nous, aujourd'hui, nous sommes issus. Les parents étaient de ces classes moyennes, mais aujourd'hui, la pauvreté a gagné tellement des franges de population qu'on ne voit plus les marges de cette classe moyenne. Elle n'existe plus en Afrique, du moins dans notre pays, au Congo. La classe moyenne s'est vraiment réduite. Et s'il n'y a pas cette classe moyenne, il ne peut pas avoir de développement. Parce que le développement durable, ce n'est pas seulement le développement d'un jour, mais le développement durable, c'est par la classe moyenne. Parce que c'est cette classe moyenne qui a les moyens, peut-être pas très importants, mais suffisamment pour envoyer les enfants à l'école, suffisamment pour les soigner, suffisamment pour leur apprendre un métier pour plus tard. C'est ça, le développement durable. Et nous devons tous mener des politiques publiques pour développer cette classe moyenne dans nos pays. Invités par le président congolais Denis Sassou Nguesso, les 4 chefs d'État africains venus au forum ont tous replacé les discussions dans une perspective véritablement panafricaine. Denis Sassou Nguesso, qui a été l'hôte de cet événement, c'est lui qui a voulu convier ses pairs pour discuter des enjeux africains avec les Africains, par les Africains, et pour qu'on puisse trouver des solutions africaines aux problèmes africains. De Jacob Zuma à Macky Sall, en passant par Blaise Compaoré, ces dirigeants l'ont tous souligné. Les Africains doivent prendre leur destin en main et se mobiliser pour atteindre un épanouissement dans les domaines des soins et de la santé, de l'éducation et de la formation, de l'alimentation et de la nutrition, enfin de l'emploi et de l'entreprise.
Un appel relayé par l'audience conviée à ce forum. C'est en fait une sorte d'auto-prise en charge des Africains qui est en train d'être évoquée ici. C'est une véritable auto-prise en charge et ce qui est encore mieux, c'est qu'elle est soutenue par certains amis et frères qui viennent de l'extérieur et qui sont prêts à accompagner en toute sincérité les Africains. Sur ce point, Macky Sall, l'éloquent président du Sénégal, s'est montré favorable à l'Afrique des peuples. Le président Macky Sall l'a relevé. Il a dit « l'Afrique n'a jamais bénéficié d'un plan Marshall ». Notre plan Marshall, dans un premier temps, c'est le NEPAD. Et il y a aussi la Banque africaine de développement qui est l'organe de coordination de l'exécution des programmes des infrastructures. Ça, c'est notre plan Marshall. Mais pour que ce plan Marshall puisse avoir lieu, il faut forcément que les Africains se mettent ensemble pour être sensibilisés autour des questions qui intéressent leur devenir. Il faut que les régions travaillent entre elles. Regardez ce qui se passe. Il n'est pas acceptable qu'entre le Congo, les deux Congos, qu'il y ait cette barrière naturelle qui ne soit pas levée. Et évidemment, il y a le problème des infrastructures qui est un problème majeur. Mais au-delà de ce problème, nous avons aussi ce qu'on peut appeler les barrières non tarifaires. Ce sont tous ces obstacles dans nos routes, cette corruption connue qu'il faut combattre sérieusement pour véritablement développer le commerce intra-africain. Nous faisons la promotion d'une Afrique qui gagne. Et l'Afrique ne peut gagner qu'à partir du moment où il a des projets intégrateurs. Vous savez aussi qu'il y a des alliances régionales, des alliances sous-régionales, et il faut donc arriver à des alliances continentales. La libre circulation des personnes et des biens est essentielle pour l'intégration économique. En Amérique du Nord, vous avez le NAFTA, North America Free Trade Agreement. Quand l'Europe avait commencé, c'était l'Europe des 6. Aujourd'hui, on parle de l'Union européenne. L'Union africaine existe certes, mais il y a des barrières qui doivent être levées pour permettre l'intégration africaine. Et je pense que le plus important, c'est que les Africains soient déjà informés, soient sensibilisés, que les dirigeants en prennent conscience pour faire de toute cette situation un cheval de bataille, pour permettre à ce que les Africains puissent ensemble comprendre que la levée des barrières est une composante importante pour l'intégration économique de l'Afrique. Sans oublier une Afrique des peuples renforcée par les politiques publiques volontaristes de développement des infrastructures. Un réseau adéquat d'infrastructures pour favoriser les échanges à l'échelle nationale et interafricaine. L'expérience montre à suffisance que le chemin de la croissance et de la prospérité est indissociable du développement des infrastructures. Pourquoi les infrastructures? Mais justement, c'est la base sur la foi de laquelle repose l'exercice des activités de la classe moyenne. Or, vous savez que notre continent est encore déficitaire de certaines infrastructures de base. On parle très bien, autant on parle très bien du secteur des télécommunications qui évolue, autant on a du mal à parler du fait de l'accès aux voies bitumées en Afrique. Seuls 34% environ des Africains ont droit aux voies bitumées. L'Afrique, notre Afrique, regorge d'un réseau hydrographique important, mais vous verrez que seuls environ 5% des terres bénéficient de l'irrigation. Ce n'est pas possible. Vous avez vu que dans le sommet, on a relevé aussi le fait que
le barrage de Inga seul peut sortir une bonne partie de notre continent de l'obscurité. Et donc, il y a urgence à agir. Tango tata mokonzi aza kotonga ba infrastructure eza pas na objectif. Objectif accélérer le développement. Objectif au sala en même temps ba condition que bato batambola bien ba sepela pe bayaka na mboka na bino na mboka na biso. Le problème du financement des infrastructures n'est pas un obstacle. Au contraire, si on associe bien les institutions financières et tous les gens qui travaillent sur la conception des projets, il y a énormément de ressources qui sont à l'extérieur. C'est pour dire que les États n'ont qu'à faire part de leurs besoins. Et par rapport à cela, je pense que les établissements financiers africains pourront travailler avec leurs compères qui sont à l'extérieur pour essayer d'apporter des solutions adéquates. Ceci à travers la stimulation de la consommation et l'activation du secteur privé, ce qui favorisera assurément l'augmentation du pouvoir d'achat, ciment de l'émergence. Un pays ou des pays ou un continent qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un continent indépendant. Et donc, dans ce sens, la classe moyenne est essentielle parce que tant et aussi longtemps qu'elle n'existe pas, on ne saurait pas justifier notre indépendance. Et donc, quand il n'y a pas de classe moyenne ou quand vous ne consommez pas, comme je vous l'ai dit, ce que vous produisez, vous vous rendrez compte que les coûts de production des biens et des services sont très élevés. Et tant qu'ils sont élevés, nous serons obligés d'être condamnés à la dépendance. Sans développement, il n'y a pas émergence au niveau des classes moyennes. Donc je pense qu'il faut d'abord aller sur un développement de nos économies. Le président Sassou a dit que la moyenne, le SMIC est à 100 000 francs CFA. Mais je crois qu'il faut un développement accru pour que ce SMIC puisse augmenter et qu'en ce moment-là, qu'au niveau des classes moyennes, que les classes moyennes s'en sortent également. Que le panier de la ménagère puisse également être bien fourni, bien garni. Donc, pour revenir, le tout se résume en termes de développement. Sans développement économique, sans développement national, il n'y a pas émergence au niveau des classes moyennes. Et je pense que les sujets qui ont été évoqués ont été vraiment importants, les discours très engagés. Maintenant, il faut continuer à mettre la main à la pâte et continuer le travail. Or, cette émergence de l'Afrique ne se fera pas sans une condition sine qua non, une bonne gouvernance dans le domaine politique, bien sûr, mais également dans le secteur économique et industriel. C'est bien de parler d'émergence, mais on ne peut pas connaître l'émergence si l'Afrique est dans une turbulence sans nom. Vous voyez ce qui se passe en Égypte, Tunisie, la Libye, le Mali, le Soudan, le Sud-Soudan, l'Est de la RDC. Donc comment voulez-vous qu'on parle d'émergence sans qu'il y ait une stabilité? Je pense qu'on aurait, je suis un peu resté sur ma faim, on aurait bien aimé entendre ces personnes qui ont été à la décision publique de leur pays et qui ont quand même pris des décisions sur un certain nombre de situations politiques, géopolitiques sur le continent et qui ont eu quand même quelques conséquences sur nos vies communes, sur nos destins collectifs. Certains ont été totalement désorientés et bon, ça c'est un aspect qu'on n'a pas abordé. Traditionnellement, certains économistes avaient un schéma. L'Afrique pouvait connaître son développement à partir d'une espèce de colonne vertébrale qui allait partir de l'Afrique du Sud, de la RDC, le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte, parce qu'on tenait compte de deux facteurs, les ressources minières qu'il y avait dans ces différents pays et la démographie de ces différents pays. Mais finalement, quand on observe les success stories des pays qui sont de l'hémisphère sud, tels que l'île Maurice ou Singapour, on se rend compte que ces pays n'ont quasiment pas de ressources et ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Ils sont pris pour modèle, mais c'est 45 ans, 50 ans de construction à la fois d'une nation, d'un État, d'une économie, d'une prospérité, d'une émergence
Mais c'est 50 ans de stabilité. Il n'y a jamais eu de guerre civile, j'allais dire, à Singapour. Et pourtant, ce pays, il y a 50 ans, bon, les citoyens de ce pays vivaient plus mal que les citoyens congolais. Donc il faut que les Africains prennent également cet exemple-là. Stabilité politique, stabilité institutionnelle. Les contraintes qui se posent dans nos pays, comment les lever et faciliter la promotion du secteur privé, parce que c'est par l'entreprise que l'on crée la richesse, qu'on crée les emplois. Là-dessus, c'est Paul Obambi, le président de la Chambre de commerce de Brazzaville, qui a appelé les autorités congolaises à soutenir davantage les initiatives émanant du secteur privé, encore trop peu encouragées à l'échelon politique local. Le secteur privé, il s'agit de l'ensemble des entreprises ayant des capitaux appartenant à des personnes morales ou physiques privées, donc non étatiques. Il faut d'abord constituer ces entreprises. Le premier obstacle, c'est la naissance ou les conditions de naissance d'une entreprise en Afrique. Imaginons simplement une TPE, une très petite entreprise, avec 1 million de capital et la volonté d'entreprendre du promoteur. Dès qu'il engage les formalités de création de l'entreprise, je prends là une moyenne pour ne pas citer nommément des pays, la moyenne générale en Afrique aujourd'hui, pour cet entrepreneur, avec une TPE capital 1 million, il doit dépenser 500 000 francs CFA pour créer l'entreprise. Du coup, la moitié du capital a disparu. Deuxième difficulté, quand il a franchi cette étape, ce sont les financements. Il faudrait que les États financent le secteur privé. Pas faire des dons, mais qu'il y ait une partie des revenus de nos budgets qui soit systématiquement affectés au secteur privé, comme je le dirais en Europe. Ce fut une période où chacun essaie d'imaginer sur son budget 0,1%, 1% qui va à l'aide au développement. Dans un même circuit, mais de manière plus souple, il faudrait qu'une partie des recettes budgétaires soient directement affectées au financement du secteur privé. C'est en cela que ce secteur pourra être accompagné par les autres bailleurs de fonds et les actionnaires. Dès que ce décor est implanté, je pense que nous pourrons être compétitifs. Beaucoup de pays africains font partie aujourd'hui de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et tout cela, c'est pour essayer de lever les barrières qui peuvent favoriser la création et l'exercice de la libre entreprise. Vu la problématique qui était en jeu concernant les classes moyennes africaines, le secteur privé avait intérêt à faire élever ses voix et mettre en avant les barrières qui bloquaient l'évolution du secteur privé et comment ils pouvaient travailler facilement avec l'État. Parce qu'il est évident que la problématique des classes moyennes est une problématique très importante en Afrique parce que c'est la création de richesses qui peut permettre l'émergence des classes moyennes. Le président Denis Sassou Nguesso a relevé le fait que les États doivent mener des bonnes politiques qui puissent favoriser l'émergence des classes moyennes. Donc, ces politiques doivent être industrielles, et doivent être fiscales, et doivent être sociales. Donc, notre but est d'encourager les gouvernements à mettre en place des politiques économiques qui puissent permettre l'émergence des classes moyennes en favorisant la libre entreprise et son développement. Renforcé dans ce propos par Kofi Annan, pour qui la meilleure façon de sortir de la spirale de la pauvreté et d'atteindre la prospérité demeure la stimulation de l'emploi. Or, la meilleure façon de lutter contre le chômage, selon l'ancien secrétaire général des Nations Unies, est de pousser les gouvernants à favoriser des politiques publiques qui facilitent la création des petites et moyennes entreprises. Une piste peu évoquée serait également de réguler l'économie informelle, éternel fantôme et cauchemar des experts en statistiques. Souvent on dit que le moteur de l'économie, c'est les PME, les petites et moyennes entreprises. Je crois que sur le plan humain,
le moteur de l'économie, c'est aussi ces classes moyennes. Tout à l'heure, j'écoutais, on disait que c'est les enseignants, les professeurs, etc. C'est vrai que c'est cette partie de la fonction publique ou des salariés qui constituent donc ces classes moyennes. Mais on ne pense pas à ceux qui sont dans l'informel, qui ont su bâtir aussi, je ne dis pas des fortunes, mais des petites fortunes, entre guillemets, mais qui permettent aujourd'hui de faire vivre la famille, de s'acheter une voiture, de s'acheter une maison, etc. Une mention spéciale a été accordée aux diasporas africaines, dont la plupart des intervenants ont appelé au retour au pays, faisant ainsi écho aux vœux de l'hôte de cet événement, le président congolais Denis Sassou Nguesso, lui-même activement impliqué dans le retour des intelligences issues du continent. Mais les espoirs portés vers les classes moyennes sont-ils réalistes? La classe moyenne pourra-t-elle constituer cette base qui permettra l'émergence économique et sociale d'un continent en marche dispersée? Pour cela, il faudra sans doute faire très attention au cycle vicieux de la croissance sans développement, du marché non régulé par les règles de bonne gouvernance institutionnelle et commerciale. Et comme l'a dit Macky Sall, il faudra savoir compter sur nos outils, entre autres le NEPAD, la BCAO, la BEAC, la CEMAC, l'Union africaine, la CEDEAO, pour stimuler une croissance économique émanant des Africains et profitant aux Africains, afin que la pauvreté endémique qui caractérise encore ce continent soit totalement éradiquée. Nous voici donc arrivés à la conclusion de ce forum économique organisé par Forbes Afrique. Merci à tous.